Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 8 mai 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. Bonjour Asma, comment ça va chez toi? Bonjour Elodie, ça va, mais je vais pas te mentir, je suis déjà en mode pré-canne, donc moitié excitée, moitié en train de faire semblant d'avoir tout sous contrôle. Et toi? Pareil, on est officiellement dans l'état mental du j'ai encore 3000 trucs à faire, mais je vais quand même faire comme si tout allait bien. Et tu sais quoi? Tout ira bien. Exactement. En plus, aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de Namasté le cinéma avant le festival de Cannes, donc on vous le dit tout de suite, branchez-vous à nos réseaux sociaux pour suivre notre aventure là-bas, parce qu'on va évidemment documenter tout ça. D'ailleurs, l'article sur ce qui s'annonce à Cannes pour l'Inde et l'Asie du Sud est déjà en ligne sur notre site. Oui, et on vous conseille fortement d'aller le lire parce que l'Inde en sélection officielle, pour le moment, c'est, comment dire, pas exactement la grande pluie de films qu'on espérait. Mais avant de plonger la tête la première dans l'aventure cannoise, on a un épisode bien chargé à vous livrer. Et moi, je vous propose de commencer par l'actualité la plus politique de la semaine, parce que franchement, on ne pouvait pas passer à côté. Alors déjà, il faut absolument planter le décor. Nous allons parler de la victoire récente du parti politique de Vijay dans l'état du Tamil Nadu. Et Vijay, ce n'est pas juste un acteur. C'est une immense star du Tamil Nadu, une figure de Hollywood absolument centrale, une icône populaire construite sur des décennies de films, de chansons, de slogans et de fan culture presque politique, avant même d'entrer en politique. Oui, et quand on dit star, on ne parle pas d'un petit nom bien installé. On parle de quelqu'un qui a réussi à devenir une sorte d'événement à lui seul. Il a commencé très jeune, il a enchaîné les films commerciaux pour devenir petit à petit l'un des visages les plus puissants du cinéma tamoul. Son image, c'est celle d'un héros du peuple, d'un homme à la fois accessible et immense, et c'est précisément ce qui fait sa force électorale. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont son passage en politique a été préparé pendant des années. Il a lancé son propre parti, il a adopté une ligne idéologique de plus en plus claire contre le BJP, et il a fini par incarner une forme d'opposition politique très lisible au Tamil Nadu. C'est-à-dire pas seulement un acteur qui se lance en politique, mais un acteur qui transforme sa notoriété en plateforme de contestation. Et évidemment, ça ne s'est pas fait sans obstacle. Le pouvoir a essayé de le freiner, de le contenir, et on a même vu ses projets de cinéma se retrouver pris dans cet environnement politique. Le cas de Jana Nayagan, son dernier film, est d'ailleurs emblématique. Entre calendrier chamboulé, pression politique et stratégie de visibilité, tout indiquait qu'on n'était plus du tout dans le simple cadre d'une sortie commerciale classique. Le titre lui-même, Jananayagan, veut dire quelque chose comme le leader du peuple. Sérieusement, même la bande-annonce du métrage ressemblait déjà à une extension du projet politique. On n'est pas sur un acteur qui pioche des rôles au hasard de ses disponibilités, mais sur une figure dont chaque projet dit quelque chose de son positionnement public. Et là où c'est très important pour le Tamil Nadu, c'est que sa victoire rebat les cartes. Le Tamil Nadu a toujours eu sa propre grammaire politique, souvent très distante du BJP, avec des figures locales fortes, des partis enracinés et une idée de l'identité tamoule qui ne se laisse pas facilement absorber par le récit national du pouvoir central. Avec cette victoire, le Tamilaga Vetri Kazhagam est devenu le premier parti de l'État du Tamil Nadu avec 108 sièges sur 234, soit à 10 sièges de la majorité, et il semblerait que l'acteur soit décidé à former de nouvelles alliances pour réussir à bouleverser l'ordre déjà établi. Et ça, pour le BJP, c'est un signal très inconfortable. Parce qu'au-delà du résultat lui-même, cette victoire montre qu'une star peut arriver à fédérer un imaginaire populaire contre le parti au pouvoir, et pas seulement grâce à son aura. Ça veut dire qu'il existe encore un espace pour des figures régionales capables de concurrencer l'hégémonie nationale sur son propre terrain symbolique. Et ce n'est pas anodin pour la suite de la carrière de Vijay. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il continue à faire du cinéma? Est-ce qu'il se retire? Est-ce qu'il alterne les deux? S'il a bel et bien annoncé qu'il ferait une pause au cinéma, on ne sait pas si cette décision possède un caractère définitif. D'autant que sa victoire donne l'impression que sa carrière d'acteur et sa carrière politique ne sont plus deux histoires parallèles, mais deux jambes du même corps. En même temps, cette victoire lui donne une puissance énorme, mais aussi une responsabilité dantesque. Il n'est plus seulement la vedette qu'on admire, il devient une figure qu'on attend au tournant. Et là, le cinéma n'est plus juste un lieu de divertissement, c'est devenu un réservoir de légitimité politique. Quel projet à venir est mis à l'honneur aujourd'hui, très cher? Là, on change complètement d'ambiance parce qu'on parle d'un objet de cinéma presque fantôme. The Last Tenant, un film tourné il y a 25 ans avec le regretté Irfan Khan et Vidya Balan, qui vient seulement de sortir sur YouTube à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'acteur le 29 avril dernier. Déjà, il faut dire que rien que l'existence de ce film est fascinante. Un film perdu, jamais sorti officiellement, puis retrouvé et mis en ligne après toutes ces années, ça ressemble presque à une légende de cinéphile. Il a été produit par Nina et Sartak Dasgupta, et sa remise en circulation a quelque chose de profondément émouvant.
Le métrage parle d'un violoniste déprimé à un tournant de sa vie qui trouve refuge dans une maison abandonnée avant de quitter le pays. Ce qui est frappant, c'est qu'on est devant un morceau de cinéma qui n'a pas eu la vie qu'il aurait dû avoir. Et c'est l'occasion de réaliser que le sort d'une œuvre ne dépend pas seulement de sa qualité, mais aussi de son destin industriel. The Last Tenant est resté invisible pendant des années parce qu'il avait été perdu avant d'être retrouvé plus tard et restauré pour cette sortie exceptionnelle. Rien que ça, c'est déjà une histoire en soi. Mais surtout, ce film nous rappelle à quel point Irfan Khan était un acteur exceptionnel. Même dans un film incomplet et au style daté, on sent ce qu'il savait faire. Imposer une présence immense sans jamais écraser l'image, créer de la tension sans surjouer et donner le sentiment que chaque silence compte. Face à lui, Vidya Balan, qui n'a jamais eu peur d'occuper le cadre avec intelligence et densité, aurait pu faire de ce film quelque chose de culte. Oui, parce qu'il y avait dans ce duo un potentiel très fort. Irfan et Vidya ensemble, ça aurait pu donner un film de salle, de mémoire, de regard, de mélancolie quasi entêtante. Et le fait qu'il soit ressorti sur YouTube, à titre commémoratif, donne aussi une idée très concrète de ce que sont les archives du cinéma indien. Parfois elles sont là, parfois elles sont perdues, parfois elles réapparaissent par accident ou par nécessité affective. Là, on a littéralement un film qui revient des limbes pour rappeler qu'un grand acteur ne disparaît jamais complètement. Donc oui, The Last Tenant n'est pas juste une curiosité, c'est un petit événement de mémoire, de cinéphilie et, j'ose le dire, de réparation. Par contre, pas de sous-titres disponibles, mais c'est l'occasion de travailler son indie. Et oui, c'est déjà fini, ou pas. Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres. Considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Cette semaine, j'ai une recommandation qui me fait littéralement mal au cœur. Ah. Parce que nous allons la rater. Ah. Alors qu'avec Asma, nous nous retrouverons à Londres pour satisfaire notre amour pour la comédie musicale Hamilton, la Cinémathèque française organise un cycle événement sur l'un des réalisateurs indiens les plus encensés de ces dernières années. Je parle de S.S. Rajamouli. Si ce nom ne vous dit rien, vous avez sans doute entendu parler de RRR, ce film indien de plus de 3 heures qui a conquis le public international et gagné même un Oscar pour l'une de ses chansons. Pour le réalisateur, le cinéma doit être grandiose, extraordinaire, magique, et nous attendons tous avec impatience son prochain film, Varanasi, avec Priyanka Chopra Jonas et Mahesh Babu. Cet événement, c'est l'occasion de voir sur grand écran des pépites, comme Bahubali ou même Iga, un film où le héros se réincarne en mouche pour se venger. Ça a l'air fou et ça l'est, mais c'est surtout du pur génie de mise en scène et du divertissement dont seul le cinéma Telugu a le secret. Surtout, vous aurez peut-être l'occasion d'assister à une masterclass donnée par S.S. Rajamouli lui-même. Et c'est pour ça que je compte sur vous pendant notre absence. Bref, si vous êtes à Paris fin juin, foncez à la Cinémathèque. C'est du cinéma avec des concepts visuels de dingue et surtout c'est un cinéma qui rend heureux. Toutes les dates sont sur le site de la Cinémathèque, alors profitez-en bien. Moi, je vous enverrai des photos sous la pluie. Mais non, il pleuvra pas. De mon côté, ma recommandation de la semaine, c'est le nouvel EP de Diljit Dosanjh, The Call of Punjab. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce retour à quelque chose de plus folk, de plus enraciné, sans perdre ce qui fait sa signature moderne. Il y a effectivement dans cet EP une vraie attention portée aux sonorités traditionnelles punjabi, aux accents de guitare ou de percussions plus organiques, mais aussi à des textures trap et à des productions très actuelles. Et le morceau qui me plaît le plus, c'est clairement Morni. Là, on sent un retour aux sources avec quelque chose de cérémoniel, de mélodique et en même temps d'ultra contemporain. Morni parle de désir, de beauté, d'attachement, mais surtout de cette manière très propre à Diljit d'habiter l'identité punjabi et sikh comme une force musicale. Et c'est ça qui est beau chez lui. Sa musique ne sépare jamais vraiment la langue, la mémoire, la communauté, le style et la modernité. Tout se tient ensemble comme un tout indicible. Pour rappel, Diljit, c'est un artiste punjabi majeur, l'un des plus écoutés au monde, plusieurs passages à Coachella, plus de 5 milliards de streams cumulés et une présence médiatique qui dépasse largement le cadre de la musique régionale. Wow. Et évidemment, ça prolonge ce qu'on vous disait déjà dans notre épisode précédent sur son passage chez Jimmy Fallon. Cette manière qu'il a de faire circuler la culture punjabi et sikh dans des espaces ultra mainstream sans la diluer complètement. Si vous voulez creuser cette dimension-là, on vous invite à réécouter l'épisode parce que ça dialogue à la perfection avec ce nouvel EP que je vous conseille chaudement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous partons pour Cannes, alors pas d'épisode la semaine prochaine. Sauf si nous n'avons rien de mieux à faire sur la croisette, alors à très vite dans Namasté le cinéma.